Par rapport au thème d'aujourd'hui, les 5 besoins, je voudrais revenir aux fondamentaux et simplement de reprendre l'intitulé d'aujourd'hui, les 5 besoins auxquels répond la communication. Donc on a vu les 5 besoins. Première question, peut-être la plus évidente, mais je crois que c'est important de se la poser. Est-ce que c'est à chaque fois vraiment des besoins ? Est-ce que le développement, c'est un besoin ? Si on regarde les problématiques de transition écologique, je pense à des professeurs comme en économie Serge Latouche, les notions de décroissance, la question se pose. L'optimisme, on l'a vu à l'instant. Il y a un livre qui est paru il y a 2-3 mois de Pablo Servigné et Raphaël Stevens qui s'appelle « Comment tout peut s'effondrer », qui prône la collapsologie. En gros, on a trop fait confiance à l'optimisme. Et l'optimisme, c'est cette idée qu'on va toujours s'en sortir, que quels que soient les problèmes, on trouvera une solution, que le problème du réchauffement climatique, il y aura le progrès technique. Un philosophe comme Jean-Pierre Dupuy est dans cette ligne-là. Donc c'est aussi nous interroger sur à chaque fois les thèmes. Deuxième retour un peu aux fondamentaux, est-ce que c'est à la com de s'en occuper ? Est-ce que la com est légitime ? Moi, je viens de revenir après une période de 7 ans comme professeur en sciences de l'information et de la communication, patron d'un centre de recherche, etc. Donc, retour dans l'opérationnel et le gros choc, un peu surpris, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un problème, c'est à la com de trouver une solution. Voilà. Donc, on a des problèmes en interne. Il faut qu'on revoie la newsletter, qu'on revoie notre intranet, etc. Enfin, voilà, le problème de gouvernement actuel, c'est parce qu'il ne communique pas assez ou pas assez bien. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de structure ? Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de management ? C'est-à-dire, c'est toujours plus facile de toucher à la com que de toucher aux structures, que de toucher au management. Donc, quelle légitimité à la communication ? Troisième remarque. Est-ce que la com est efficace pour répondre à ces besoins ? Peut-être qu'on peut aussi s'interroger sur les limites de l'efficacité en communication. Moi, dans mes petites spécialités, je connais un peu la communication de crise. Je suis toujours un peu stupéfait de voir les démarches un peu spin sur le sujet, comme quoi un bon média training, quelques argumentaires, des éléments de langage, éventuellement un exercice de crise, et puis ça ira. Face à des événements comme Tchernobyl ou Bhopal, la meilleure communication de crise du monde pourrait pas grand-chose. Et à la limite, même si on va dans la caricature, dans l'excès, est-ce que la communication n'est pas un obstacle pour répondre à ces besoins ? Est-ce que la communication n'a pas ses effets pervers, par exemple avec le digital, sur l'atomisation sociale ? Est-ce que les problématiques de surcharge informationnelle ne sont pas aussi une conséquence de nos modes de communication ? Donc aussi s'interroger sur ce rôle, la place de la com. Enfin, si on voit le titre, communication et société, et ça, Daniel Rejargue l'a dit un peu, il y a cette idée qu'on a 2 choses distinctes, la com et la société. Peut-être on peut penser... Certains l'ont fait, je pense à Václavic et l'école de Palo Alto et bien d'autres, que si tout est communication, il n'y a pas cette idée de séparation entre les deux. Il y a tout ce courant de recherche en sciences de l'information et de la communication qui dit que c'est la communication qui est institutionnalisante, qui institue, qui fait qu'il y a société. Plus des chercheurs, des penseurs comme Niklas Luhmann, que la société est construite comme un système de communication. Donc peut-être attention à ne pas avoir cette séparation trop forte, parce que la dérive peut-être qui arrive immédiatement, c'est de tomber dans l'approche un peu instrumentale de la communication, qu'on retrouve assez souvent, enfin moi que je retrouve là maintenant en entreprise, la communication au service de la stratégie, la communication au service du management. Peut-être pas, on peut avoir une vision un peu plus ambitieuse sur le rôle de la communication. Et puis, 5e et dernier point, je dirais, c'est un point de vue un peu personnel, la communication peut réussir, peut contribuer du moins à répondre à ces 5 besoins, pour peu que on retourne réellement aux fondamentaux de la communication.
Je suis toujours un peu surpris de voir que la communication est souvent employée de manière transitive. On communique quelque chose. Non, la communication, c'est avec. Parce que sinon, on n'est pas dans de la communication, on est dans de la transmission ou on est dans de l'information. Et je pense à un sujet comme celui du dérèglement climatique. On voit que sur un sujet aussi central, dont on va parler là, avec la COP21 en fin d'année, bah, les gens ont l'information. On a tous l'information sur la réalité du dérèglement climatique. Est-ce que ça fait changer nos comportements? Peut-être pas. Peut-être que justement parce qu'on a considéré la communication comme de l'information, comme si le fait d'envoyer les messages, ça allait faire bouger les comportements. Mais on sait tous ici que voilà, il y a toujours ces 3 étapes dans la communication. On fait connaître, ensuite il y a l'étape de l'acceptation, et après il y a l'étape de la mise en œuvre. Mais comme on est dans ce flux de ce bombardement communicationnel de messages en permanence, ben on en est toujours à l'idée qu'il suffit qu'on communique, c'est-à-dire qu'on donne de l'information pour qu'il y ait un changement de comportement qui arrive derrière. Donc importance, quand on s'interroge à une notion, à des questions aussi fondamentales que les besoins de la société auxquels peut répondre la communication, de revenir aussi aux fondamentaux même de la communication. Et troisième et dernier point, et là c'est publicité pour communication et entreprise, et pour revenir à ce que je disais au démarrage sur le fait que maintenant cette passerelle entre le monde de la recherche et le monde de la communication, ça commence à bien s'instituer. Rendez-vous le 13 octobre, parce que pour moi c'est aussi une date importante. Il y aura un séminaire qui va se faire, peut-être Laurence en dira 2 mots tout à l'heure, voilà très bien, sur le dérèglement climatique. Et là où je suis très content de ce truc-là, c'est que dans l'ensemble de la présentation, il y aura aussi une place sur en quoi la recherche et en quoi les travaux de chercheurs en communication peuvent aider à mieux comprendre la problématique du réchauffement climatique. C'est-à-dire que cette passerelle entre la communication opérationnelle et la recherche, c'est plus uniquement l'académie scientifique, c'est aussi un grand nombre d'ateliers ou de rencontres. Et pour moi, c'est une grande réussite. Merci beaucoup. Ah. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi d'apprendre que je ne suis pas le dernier à parler. Laurence, ça va t'échoir très bien. Donc, par contre, je suis conscient de mon rôle et à cette heure-ci de la nécessité d'aller vite. Alors, je ne parlerai pas sans note comme vient de faire Thierry, puisque j'en ai pris pas mal en vous écoutant. Et je vais essayer d'apporter un rapide éclairage qui est celui du communicant public territorial. Je suis directeur de la communication de la ville de Rennes et de Rennes Métropole. Et ce que j'ai envie de dire, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de noter, en tout cas de m'interroger sur ce qui peut apparaître comme un paradoxe, en tout cas un mouvement qui voit, pour corriger le tir par rapport aux défis qui sont les nôtres, c'est-à-dire des défis de crédibilité, des défis de légitimité, en tout cas des émetteurs. 2 mouvements un petit peu différents. Celui d'une part des entreprises qui, pour asseoir leur discours, vont aller chercher leur légitimité du côté du bien public, de la responsabilité sociétale, et celui des collectivités locales, en tout cas oui, du service public, qui lui va développer un discours et des pratiques autour du marketing des services. Et donc, ce croisement des logiques pour aboutir au même objectif me paraît intéressant à noter. Et il est un petit peu tard pour en discuter plus avant. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant. D'autant plus qu'en règle générale, quand on me demande mon métier, je ne dis pas communicant public territorial, parce que personne ne comprend réellement ce que ça veut dire, sauf dans ce cercle d'initiés. Mais là aussi où c'est assez intéressant, c'est que quand j'entends, et là je pousse la logique de l'entreprise qui tend vers le service public ou le bien commun, quand je lis les objectifs d'aujourd'hui, mieux vivre, développement économique, information, transmission des savoirs et de la culture, j'ai l'impression de lire non seulement les enjeux de mon propre métier de communicant public, mais le projet de territoire de Rennes Métropole qui se décline autour des mêmes axes, je les ai notés tout à l'heure. Donc je parle du projet de la métropole entreprenante, innovante, accueillante, solidaire, éco-responsable, exemplaire. Donc tout ce vocabulaire, toute cette sémantique et tous ces enjeux se rejoignent complètement. Alors je parle de problèmes et d'enjeux qui sont la crédibilité et la légitimité.
c'est assez intéressant. Si je picore un petit peu des mots qui ont été prononcés ici et là, la question du manager de proximité, et en tout cas de l'éloignement progressif des salariés de leur top management, en clair, et qui rejoint complètement d'ailleurs la problématique des élus locaux, des élus en général, puisque plus on s'éloigne de la population, et moins les élus sont investis d'une confiance. En clair, au national, les problèmes sont rejetés au national, et la réassurance est investie dans le local. Cette espèce de paradigme qui jusqu'à présent commandait en tout cas les diagnostics de communication politique ou publique territoriale, existent toujours, mais sont en train d'être remis en cause. C'est-à-dire que même le maire, comme élu de proximité, portant réellement les enjeux de réassurance, est de plus en plus contesté par la population. Donc on revient aussi aux problématiques des managers de proximité tels qu'on les évoquait tout à l'heure. Jusqu'à présent, cette dialectique entre une réassurance et entre cette crainte et cette réassurance était gérée, pour parler comment, en tout cas à Rennes, si je prends cet exemple-là, de la manière suivante. La ville de Rennes, enfin la ville inclusive, la ville douce, la ville protectrice, la ville attentive, et de plus en plus la ville douce. Voilà, la révision du PLU fait apparaître des terminologies autour de la ville désirable, par exemple, ou des aménités urbaines. Donc tout ce qui va rassurer est du côté de la ville, et donc en termes de communication bien évidemment, et du côté de la métropole, tout ce qui va être ouvert, européen, générique, dans la compétition internationale. Et la combinaison entre ces deux éléments dialectiques nous permettait, j'ai envie de dire jusqu'à présent, de tenir. Sauf que, effectivement, nous commençons, nous et les élus les premiers, à être, très spectaculairement remis en cause dans ces certitudes-là. Et c'est ce que je voulais dire pour terminer. En vous racontant une petite anecdote, quelqu'un parlait des indicateurs tout à l'heure et de la nécessité de les retravailler. Un indicateur tout à fait essentiel pour les élus, en tout cas dans sa relation avec la population, se situe dans les campagnes électorales. Non pas dans les résultats des élections, je dis bien dans les campagnes électorales. Concernant la ville de Rennes, les élus, qui sont à la fois des élus municipaux et métropolitains, sont allés la fleur au fusil à la campagne 2014 avec la certitude qu'ils allaient être remerciés par la population pour le travail remarquable, honnêtement, qui avait été fait sur le PLH, le plan local de l'habitat, et sur l'urbanisation de la ville. En clair, à partir de valeurs de solidarité qui sont vraiment les valeurs et de planification et de solidarité, de prise en compte justement des risques inhérents à un développement trop rapide, l'accueil de tous et la construction d'un certain nombre de logements pour tout le monde, avec des prix de sortie très étudiés, etc. Et donc ils sont allés poser sur la table, dans cette campagne, cette action extrêmement bénéfique. Et ce qu'ils ont reçu en retour était une critique d'une très grande violence de la population qui leur a dit « Vous nous avez fabriqué une ville moche, une ville où tous les programmes immobiliers se ressemblent ». Ils ne s'y attendaient pas du tout. Ça a été vraiment un coup pour eux très dur, d'autant plus que c'était une vague portée par, eux me disent, 90% de la population. Et ils ont pris à ce moment-là la conscience, effectivement, du risque majeur pour eux de ne plus avoir ce lien ontologique avec la population. Ils ont pris conscience à ce moment-là que le temps était fini où un élu local, un maire, pouvait dire à sa population « Rendez-vous dans 6 ans, vous m'avez élu sur un programme, j'ai des comptes à vous rendre, je suis un type ou une mère, en l'occurrence Nathalie Appéré, sincère et bosseuse, et dans 6 ans, vous allez me juger sur pièce. Terminé. C'est réellement terminé. » Du coup, nous, ça vient, enfin, d'abord eux, c'est venu très fortement les interroger, à amener la maire de Rennes à changer de paradigme et à se lancer dans une vraie révolution mentale consistant à associer très fortement la population. Il y a tout un certain nombre d'organismes sur lesquels je ne m'attarderai pas, mais qui sont nombreux, à la co-construction des politiques publiques, quelles que soient les politiques publiques. C'est-à-dire que, pardonnez-moi si ce que je vous dis là
apparaît comme un lieu commun, ça ne l'est pas réellement, parce que c'est très nouveau, en tout cas dans la pratique. Ce qu'elle appelle la fabrique citoyenne est une démarche qui vient impacter l'ensemble des politiques publiques et qui met sur la table l'expertise d'usage évidemment des citoyens. Et donc cette réintroduction de l'usager au cœur des politiques publiques est un marqueur très nouveau pour nous communicants et qui va se décliner très largement dans nos politiques de communication. Je ne vais pas m'attarder sur toutes ces politiques-là, simplement nous développons un programme d'open data pour instaurer ce lien avec l'écosystème numérique, mais même toutes les startups qu'ils veulent autour des besoins identifiés des usagers. Bon, je ne suis pas là pour faire la pub complètement des stratégies rennaises, puisque heureusement dans le service public, il reste encore des stratégies, disons, à moyen terme. Elles ont été écrites et sont partageables. Mais nous ne sommes pas dans les mêmes logiques, nous ne sommes pas cotés, même si nous avons quelques révélateurs de temps en temps qui viennent nous bousculer. Évidemment, l'apparition des pure players, nous sommes en train de développer, en tout cas aussi on parle d'hybridation des moyens, nous sommes en train de développer un nouveau média numérique qui sera un pure player personnalisé, et en refondant complètement notre environnement numérique autour justement des besoins des usagers. Donc quelqu'un à terme qui va venir nous sur le site de Rennes pourra décliner un certain nombre d'éléments identitaires qui nous permettront de nous adresser à lui d'une manière un tout petit peu plus intéressante pour lui et pour nous par la même occasion, mais ça on y travaillera. Donc voilà, pure player. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Voilà, le reste est à l'avenant sur l'utilisation des réseaux sociaux, etc. Et sur la nécessité, je terminerai par ça, de donner, quelqu'un en parlait, de la chair, du corps, quasiment de la sensualité, en tout cas de travailler sur le charnel, donc de se rapprocher des citoyens. C'est ce que nous sommes en train de réaliser, mais de réaliser au sens d'une révélation dans le cadre de la révision du PLU, du plan local d'urbanisme de la ville de Rennes, où nous allons, je l'espère en tout cas, innover non pas tant sur les produits numériques que sur la démarche que nous mettons en place, qui va consister à embarquer le plus possible de gens dans des parcours. On va les amener sur les toits, on va les amener dans des sous-sols, on va les amener dans des terrains vagues, on va leur projeter des trucs en réalité augmentée, on va recueillir leurs paroles, on va s'astreindre comme une priorité numéro 1 à leur faire des retours sur la prise en compte de leurs paroles. On va mettre en scène ces retours-là pour, d'une part, pouvoir nous en prévaloir, mais surtout apporter la preuve, effectivement, que cette démarche-là, en tout cas, a un peu de sens. Voilà. Beaucoup d'autres choses à dire. Si, j'ai envie de terminer parce que je trouve que le petit document très, très intéressant qui a été produit sur les objectifs est un peu dur avec la communication politique. Bon, ça, c'est un autre débat, évidemment, qui est éminemment critiquable, mais qui est un domaine un petit peu compliqué. Et je trouve le petit paragraphe qui lui est consacré un peu radical dans son expression. Le cinquième besoin, qui est un peu le facteur X, là, le besoin d'optimisme, et je suis d'accord, quand on connaît un petit peu ce milieu-là, besoin d'optimisme, c'est le nom du club de réflexion qui a été fondé il y a 2 ou 3 ans par celui qui n'était pas à l'époque Premier ministre, par Manuel Valls. Donc, ce qui prouve qu'il avait un peu d'intuition, ce qui prouve peut-être que c'est un bon communicant, ce qui, j'espère, prouvera qu'il a une part de sincérité. En tout cas, du coup, ça peut être un invité intéressant pour la prochaine académie scientifique. Voilà, merci.